je serais très étonné que demain, M. Barnier décide d'augmenter le SMIC. Il a personne, même dans son parti. Il était minoritaire, il n'a pas réussi à gagner la primaire en 2021. Il n'a personne. Donc il ne peut pas s'opposer à Macron, sauf s'il s'allie avec le FN. Moi, je pense que rien ne va changer. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher et on ne change pas la formule avec tous les discours qu'on entend autour de nous. Il est bon de comprendre, analyser et décrypter. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de partager sur tnt.lemediatv.fr. Merci, continuez à nous soutenir, on a besoin de vous, donc abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaire, on ne vit que de votre soutien. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, Macron désigne un Premier ministre du parti largement perdant aux élections et on revient sur Bruno Le Maire qui fustige le déficit, bilan de sa politique. Bref, il y en a des choses à dire aujourd'hui, c'est parti. Ça y est, on sait à quelle sauce les Français vont être mangés. Emmanuel Macron, après moult tergiversations et spéculations, a désigné son Premier ministre. Je vous le donne en mille, ce n'est pas le NFP arrivé en tête aux élections, pas un macroniste non plus, ni le RN, les trois groupes ayant le plus de députés élus. C'est tout simplement Michel Barnier, membre des Républicains, oui, le parti qui a largement perdu les présidentielles et les législatives, qui était candidat à la primaire LR il y a 3 ans. Pour éviter qu'on me dise de mauvaise foi en vous parlant de ces votes il y a 40 ans contre la dépénalisation de l'homosexualité ou le remboursement de l'IVG, le programme de l'homme politique engagé depuis 1973 prévoyait en 2021 un moratoire sur l'immigration pour stopper les régularisations, limiter rigoureusement le regroupement familial et réduire l'accueil d'étudiants étrangers. Côté économie, les Républicains n'avaient pas suivi Macron dans le discours et avaient présenté leur propre pacte législatif dont on vous avait parlé ici entre autorité et redressement des comptes publics. Bref, du Macron-Le Pen compatible. D'ailleurs, le RN n'a pas annoncé de censure pour l'instant et attend de voir. Bah tiens. Le matin d'après, dans les matinales, les forces du NFP accusent Emmanuel Macron de cohabiter avec l'extrême droite. À qui s'adresse-t-il en réalité ? À la gauche ? Non, à l'extrême droite, dont il a très bien compris que sa survie dépendait d'elle. Et donc, les clins d'œil ne sont pas tout à fait à l'endroit où vous indiquez. Les clins d'œil, ils sont pour Marine Le Pen, qui est celle qui, au fond, a décidé de qui serait Premier ministre, puisqu'elle a dit que celui-là, elle ne censurerait pas forcément. De fait, le président de la République se place en cohabitation avec le Rassemblement national. On l'a vu, le Rassemblement national est heureux de la nomination de Michel Barnier. Il n'est pas heureux. On avait loué tout à l'heure. Il attend de voir. Il jugera sur les actes. Il attend de voir. Il n'a pas indiqué qu'il censurerait le gouvernement de M. Barnier, simplement parce que M. Barnier a fait des avancées très claires pendant la primaire de la droite. Nous, on parle ici d'économie, Thomas, et vous le savez chez vous, mais vous savez aussi que c'est le nerf de la guerre et que tout est intrinsèquement lié. Thomas, qu'est-ce que révèle ce choix-là d'Emmanuel Macron ? Alors, Emmanuel Macron ne voulait pas changer sa politique économique. Malgré tout ce qui se passe, malgré les inégalités qui augmentent, la défiance d'une grosse partie de la population, qui sent que l'économie ne fonctionne pas pour elle, il ne voulait pas toucher à l'économie telle qu'il l'imagine. C'est-à-dire qu'il fallait continuer à faire des économies sur la dépense publique, ne pas toucher à la politique de l'offre, qui a baissé pour 40 milliards d'impôts uniquement sur les entreprises, ne pas toucher à la question de la fiscalité des très riches, ne pas toucher au salaire minimum. Voilà, ça c'était, et aux retraites. Ça c'était ses lignes rouges. Mais pour lui, c'est plus des lignes rouges que les propos sur l'immigration. Alors, attends, j'y viens. Donc là, il était sûr qu'avec M. Barnier, il n'y allait pas avoir de changement là-dessus. Puisque M. Barnier a quand même une expérience politique, 50 ans d'expérience politique, c'est-à-dire qu'il a commencé la politique, Macron n'était même pas né. Vous voyez ? Et on sait ce qu'il pense à peu près. Enfin, je veux dire, on a de quoi comprendre une espèce de ligne directrice. Et sur les déficits, il a toujours dit il faut réduire les déficits, il faut réduire la dette en coupant dans les dépenses publiques. Sauf que, à la différence de ce que pouvait être un libéral comme Macron au début, je dis bien au début, il y a toute une partie sur l'autorité qui est très importante chez M. Barnier et sur la lutte contre l'immigration. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, en 2021, il demandait un moratoire sur l'immigration. Et il appelait ça des politiques de rupture. Donc des ruptures sur l'autorité, des ruptures sur l'immigration. Et là, clairement, on voit bien qu'il est un trait d'union entre la Macronie et Le Pen. Qu'est-ce que ça annonce ? Tu l'as un peu dit, mais en termes de programme, là, si les Français veulent un peu comprendre ce qui va se passer pour eux. Mais il ne va absolument. Moi, je pense rien ne va changer. C'est la forme qui va changer. D'ailleurs, on l'a vu dans l'échange avec M. Attal. Alors,
Oui, il va y avoir une forme. Je ne vais pas être méprisant avec les gens d'en bas, etc. Peut-être sur la forme, ça va changer, mais sur le fond, je serais très étonné que demain, M. Barnier décide d'augmenter le SMIC. Alors, il va peut-être faire un micmac avec les cotisations comme ils le font tout le temps. Ça a déjà été fait, hein, pour le coup, donc il n'y a plus grand-chose à enlever. Mais je ne le vois pas augmenter le SMIC. Je ne le vois pas non plus taxer les super profits. Alors, peut-être qu'il va essayer de trouver un truc temporaire pour dire qu'il a fait un peu différent. Mais il n'a aucun intérêt à faire ça. En fait, il ne peut pas s'opposer à Macron. Il n'a personne derrière lui. Il a personne, même dans son parti. Il était minoritaire, il n'a pas réussi à gagner la primaire en 2021. Il n'a personne. Donc il ne peut pas s'opposer à Macron, sauf s'il s'allie avec le FN. Donc la seule possibilité de s'opposer à Macron, c'est d'être avec le RN. Donc il n'a pas intérêt à faire une politique qui change d'un point de vue social. Il a plutôt à faire la politique de Macron et de Le Pen en termes d'économie qui est la même, et de faire ce qu'il avait déjà, avant même d'être nommé Premier ministre, ces politiques de rupture sur l'autorité et l'immigration. Donc rien, pour les plus démunis, pour les plus pauvres, rien ne va changer. Et ce qui est très grave, c'est que là, en nommant ce Premier ministre, le président s'assoit très clairement sur un tiers de l'électorat, plus d'un tiers, enfin majorité relative, mais on va dire allez, un tiers des forces, pour être gentil avec Macron, il s'assoit complètement là-dessus. Une autre petite musique qu'on entendait sur les plateaux au lendemain de sa nomination, c'est qu'il serait plutôt, ce serait un écologiste de droite parce que c'est lui qui a mis en place le principe de précaution, ou alors que dans son discours, il a parlé de dette écologique. Est-ce que ça a du sens de dire ça déjà, d'être écologiste de droite? Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il y aura une mesure écologique? Il est vrai qu'il parlait d'écologie à un moment où personne n'en parlait, c'est vrai. Mais après, vous savez, il y a plusieurs types d'écologie. Il y a la croissance verte, le capitalisme vert, l'écologie qui fait confiance au marché. Et puis vous avez une écologie, après, qui a besoin d'investissement public. La plupart des rapports qui sont sortis, notamment le rapport de Pisani-Ferry, disait qu'il fallait de l'investissement public pour faire réaliser la transition écologique. Or, aujourd'hui, on voit très bien que le but, c'est de couper dans la dépense publique en allant chercher, alors je ne parle même pas de l'investissement, en allant chercher vraiment sur les retraites, sur l'assurance maladie et l'assurance chômage. Et là, la dépense publique a déjà diminué. Je veux dire, en volume, elle perd déjà 2%. Et lui est face à un déficit qui a augmenté, donc il va devoir accélérer cette politique. Donc je pense qu'on peut aimer l'écologie, on peut parler d'écologie, mais sans budget, il n'y a pas d'écologie. Voilà, c'est tout. Et vu que là, le budget n'est pas là et que les coupes ont toujours été les plus fortes sur l'écologie, il ne pourra pas faire quelque chose de révolutionnaire. Est-ce que le RN va continuer de tirer les choix politiques vers son idéologie à lui? Parce qu'on disait, on l'a déjà dit, l'extrême droite n'est pas dangereuse pour les grandes entreprises, pour les grandes fortunes. Donc est-ce que le RN va continuer comme ça à pouvoir tirer le centre du jeu vers lui? Et tu disais que ça ne va rien changer pour les Français. Est-ce qu'au contraire, ça peut justement se durcir pour eux? Alors la situation va se durcir, ça c'est sûr. Parce que même si on n'avait eu que Macron, ça se durcissait. Et puis Macron empruntait beaucoup de choses à l'extrême droite. Avec Darmanin, on s'en souvient du débat avec Marine Le Pen, où il la jugeait même parfois molle, la loi immigration, etc. Donc on va aller ça va continuer, ça va se poursuivre, mais s'amplifier. Le RN a une influence majeure sur la politique française aujourd'hui. Il y a eu un scrutin qui a été fait, il y a eu des résultats qui ont été faits avec des barrages républicains, quand même. Mais Macron n'en tient pas compte. Donc là, le RN, en réalité, ces dernières années, n'a pas grand-chose à faire. Il a juste à encaisser. Voilà, c'est tout. Et là, Macron, en mettant ce Premier ministre, il leur sert encore plus la soupe. Parce que ça va être du macronisme en économie avec une partie de l'idéologie parfaitement assumée du RN sur les questions migratoires et sur les questions d'autorité. Alors, il y a toujours ce truc, un accès garanti au service public, il a dit ça hier. Bon, ça veut dire quoi, ça? Si on peut aller dans un service public, s'il est dégradé, le problème n'est pas résolu. Donc, je ne vois pas ce que ça veut dire. Donc, il fallait qu'il parle un peu des services publics, mais pour le reste, on est assez raccord avec Le Pen. D'ailleurs, ce qui me fait trop rire, c'est que le RN disait oui, la réforme des retraites, nous, on est contre. Là, il n'en a pas parlé et le RN est quand même content. Donc, c'est des questions secondaires pour eux. La première question, c'est l'immigration.
et c'est l'autorité. C'est ça qui anime le RN. Oui, en plus, le RN dit qu'il ne va pas forcément censurer, donc ça montre aussi une certaine proximité en termes d'idées ou de projets. On se demande quand même qu'est-ce que deviennent les électeurs du NFP, qui étaient quand même majoritaires dans ces élections pour ceux qui ont voté. Tondeli a même réagi en disant que les Français avaient été pris pour des abrutis. Et c'est vrai que d'extérieur, quand on n'est pas dans les petits papiers, ça paraît un peu fou de voir qu'il y a des élections et que c'est le 4e parti qui a fait 7% qui arrive à être Premier ministre et donc à avoir le gouvernement et à mener qui va se conduire dans le pays, quoi. Ouais, oui. Après, on va dire, ça sert à rien de voter. En fait, le paysage politique, quand on le regarde depuis l'élection de 2022, qui a été quand même, où il y a eu une vraie différence parce qu'il y a eu vraiment 3 blocs qui se sont distingués. Un bloc de gauche, qui a été emmené par Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire, et qui était au coude à coude avec le RN et Macron. Donc il y a eu vraiment une France qui était divisée en 3 blocs. Avec, sur le point de vue économique, puisque c'est lui qui nous concerne, des changements très importants du côté du bloc de gauche, qui voulait en finir avec la politique d'offre de Macron et la politique de casse du système social. Mais les partis politiques n'ont pas compris ça, bizarrement. Tout le monde l'a compris. Et ils ont préféré, pour des questions d'appareil et de place, donc des questions purement stratégiques internes, de rapport de force entre ce bloc, y aller séparer aux européennes. Alors, ils se sont réunis aujourd'hui, mais je veux dire, moi, je ne peux m'empêcher de penser quelle configuration aurait été, on aurait eu, si la NUPES s'était poursuivie. Peut-être que la NUPES aurait fait un score important, la gauche aurait fait un score important, et on n'en serait pas là. Là, pour beaucoup de monde, ce NFP était quelque chose, un emboîtement, même s'ils ont été plutôt bons. Ils ont présenté un Premier ministre, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, et tout le monde s'est bien comporté. Mais ils sont arrivés après coup. Donc oui, c'est vrai qu'il y a en France, dans les électeurs, un tiers, et là il y a eu cette majorité relative, mais grosso modo un tiers de gens qui veulent un changement. Et c'est vrai que là, force est de constater qu'ils sont complètement oubliés. Voilà, on les a rayés d'un trait. Et que la politique, elle commence, pour Emmanuel Macron à gauche, chez le PS compatible, Cazeneuve, chez le PS qui a déjà été absorbé, Attal, et ça va jusqu'à Marine Le Pen. Ceux qui veulent un changement de politique économique, ceux-là, on fait comme s'ils n'existaient pas. Et sans parler des Français qui ne votent pas parce qu'ils sont soit dégoûtés, soit par choix politique aussi parce qu'ils ne comprennent rien, ou alors ceux qui disent de toute façon ça ne change rien que je vote, et là pour le coup c'est un peu difficile de leur donner tort. Il y a une autre chanson qu'on entendait aussi, c'est que tout ça serait finalement la faute de la gauche. On va regarder. Il y a plusieurs élus, même du Parti Socialiste, qui ont dit sur cette antenne et ailleurs qu'ils regrettaient le comportement d'une partie de la gauche qui a empêché Bernard Cazeneuve d'arriver au pouvoir. Si vous étiez mis d'accord, si le Front républicain avait perduré, parce que c'était ça le message envoyé par les Français dans les urnes, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, non ? Voilà pourquoi les menaces de censure automatique de la gauche à l'égard de tout gouvernement qui ne serait pas celui du NFP avec Lucie Castet, de toute combinaison qui inclurait des centristes de l'ex-majorité, ces menaces ont bloqué la situation en laissant au Rassemblement national une sorte de pouvoir de vie ou de mort sur les premiers ministres potentiels et leur coalition. Alors du coup, est-ce que la gauche aurait dû dire « Ok Cazeneuve, ok on y va » Non, non, alors, quand on dit la gauche, on dit surtout le PS. Parce qu'en fait, le rêve de beaucoup d'éditorialistes, c'est que le PS quitte le NFP et se dissocie de la LFI. C'est ça le rêve de tout le monde. Or, ils ont plutôt, après l'élection européenne, ils ont plutôt bien travaillé. Ils ont trouvé une potentielle Premier ministre dans Madame Castet. Il n'y a pas eu de sortie de route. La France Insoumise a décidé de se retirer même d'un potentiel gouvernement si ça gênait les opposants politiques. Donc il n'y avait pas grand-chose à dire. Alors pourquoi on doit imposer à ce groupe de gauche qui a choisi un Premier ministre un autre ministre parce que Macron le veut ? Non mais c'est vrai, pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Je veux dire, le PS, s'il a tenu sa promesse, et c'est ce qu'il a fait, et pour une fois c'est bien, parce que c'est assez rare, il n'allait pas dire, non, on ne veut plus de Lucie Castet. Non, ils ont soutenu Lucie Castet, c'est Lucie Castet. Bernard Cazeneuve, à un moment, il me semble-t-il, il avait quitté le PS, je ne suis pas sûr, mais bon, il s'en était en tous les cas éloigné. Il a déjà été Premier ministre. Est-ce qu'il a fait un grand changement
de cap, de politique quand il était Premier ministre. Non, il a continué la politique de l'offre de François Hollande qui s'est poursuivie avec Emmanuel Macron. Donc Et l'autoritarisme aussi d'ailleurs. Voilà, donc je comprends moi que ce profil puisse plaire à un centre-gauche très proche de Macron, mais je comprends qu'il déplaise à une autre partie de la gauche parce qu'il a déjà eu sa chance. Je veux dire, je ne pense pas que M. Cazeneuve aurait augmenté le SMIC. Alors peut-être qu'il aurait pu établir un autre rapport de force, mais le PS seul, il ne vaut pas grand-chose non plus. Je ne suis même pas sûr que le PS de Raphaël Glucksmann soit proche du PS de Cazeneuve. Hein. Je n'en suis pas totalement sûr. Donc, bon, c'était un choix. Moi, je comprends qu'ils l'aient refusé. Ils avaient fait leur choix entre eux. Ils proposaient un candidat. Si on allait chercher un candidat dans le groupe, OK, mais là, on allait chercher des gens qui étaient en dehors de la politique depuis un certain temps, j'ai l'impression. Donc... pour moi, c'était un choix, encore une fois, pour afficher quelque chose, mais pour ne pas changer la politique économique menée par Emmanuel Macron. Il y a Agnès Pannier-Runacher, un ministre démissionnaire, qui est plutôt l'aile gauche, en tout cas moins à droite de la Macronie, qui a réussi à nous dire 3 choses sur BFM. D'abord qu'elle est de gauche, alors qu'elle fait partie d'un des gouvernements les plus libéraux qu'on a jamais connus en France, que le RN n'est ni de droite ni de gauche, et que l'Assemblée nationale penche au centre-gauche. On va écouter un extrait. Vous faites partie des rares personnes qui ne sont pas de gauche et qui ont dit... Non, je suis de gauche, pardon, je suis désolée, le NFP n'a pas le monopole de la gauche. Le barycentre de l'Assemblée nationale est au centre-gauche. Le barycentre. Pourquoi ? Parce que vous avez 47 députés des Républicains, vous avez un arc central qui pèse... J'additionne les voix du bloc central autour d'Emmanuel Macron, mais j'additionne aussi la vingtaine de députés de Lyotte qui doit peser à peu près 180. Et vous avez 192 députés du Nouveau Front Populaire. Oui. Et vous avez le RN qui est sur une ligne un peu particulière. Est-elle de droite, est-elle de gauche ? Je ne sais pas, mais qui à la fois promeut des projets très à droite sur les sujets d'autorité, mais qui est aussi dans la réforme l'abrogation des retraites et qui réclame une augmentation des salaires. Donc on ne peut pas réellement dire c'est à gauche, c'est à droite. Ils sont à l'extrême droite, ça c'est très clair en termes de valeurs, mais après c'est un peu de tout un peu. Juste pour remettre un peu l'église au centre du village, est-ce qu'en termes de programme, ça a du sens de parler de cette grande coalition de centre-gauche ? Et je cite car on analyse, quand on analyse, en fait, ça n'a rien de gauche. J'ai l'impression que les mots et les concepts politiques n'ont plus aucun sens là, dans le débat public. Tout à fait. Et alors, c'est assez marrant parce que quand même, le fait de dire qu'on est de gauche garde une certaine vibe. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que quand même, la gauche a beaucoup trahi. La gauche de gouvernement, elle a énormément trahi. François Mitterrand a trahi à sa façon et Hollande a énormément trahi. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi c'est encore tendance de dire qu'on est de gauche, mais visiblement, beaucoup de gens, même des humoristes, hein, aiment bien se définir de gauche, mais de la gauche social-démocrate. Il faut être très clair. Être de gauche, c'est pas vraiment une qualité physique ou une attitude. C'est pas parce que je donne une pièce à quelqu'un qui me demande à un mendiant dehors que je suis de gauche, ou c'est pas parce que j'aide, je sais pas, le copain de mon fils que je suis de gauche. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens de droite qui le font aussi. Hein. Être de gauche en politique, c'est tout simplement mener des politiques de gauche. Alors une politique de droite, c'est quoi ? Une politique de droite, c'est une politique qui retire des droits aux salariés en flexibilisant le marché du travail. C'est une politique qui augmente la sphère du marché privé en diminuant la place de l'État. C'est par exemple en privatisant. Une politique de droite, c'est aussi une politique qui fait confiance au marché financier et qui propose pour l'environnement des ajustements liés au marché. C'est grosso modo ça. Donc c'est quand même une politique qui fait énormément confiance au marché. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a baissé la fiscalité sur les très riches, ce qui a favorisé la finance. Il a diminué les postes de fonctionnaires, il a fait des économies sur la dépense publique et il a mis en avant plutôt les solutions de marché que le reste. Donc voilà. On dirait qu'on dit des gros mots quand on dit ça alors qu'on analyse juste. Il n'y a pas en Macronie quelqu'un de gauche. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas. Je veux dire, même ceux qui sont des nouveaux convertis très à gauche, là, et qui sont les plus à gauche maintenant que jamais, ils ont quand même voté la loi travail, ils ont voté l'ISF, ils ont voté le CICE en transformation de baisse de charges, ils ont voté la flat tax. Rien que ça, on n'avait jamais vu ça, même chez Sarkozy. Donc rien que ça, à jamais, ce sont des gens de droite qui me disent maintenant, oui, je suis de gauche, c'est des gens de droite, point barre. Et les réformes de gauche, c'est quoi ? C'est justement des réformes qui visent à donner beaucoup plus de droits aux travailleurs, des réformes qui visent à avoir une politique sociale, des jours de congé en plus,
un âge de départ à la retraite plus tôt, une baisse du temps de travail. Ça, c'est des politiques de gauche. C'est la politique aussi qui va lutter contre la mondialisation, contre la finance, contre l'évasion fiscale. En aucun cas, Macron n'a réellement fait ça. Il a plutôt réarmé tous les secteurs de la droite. Donc, je veux dire, être de gauche, c'est pas je suis de gauche comme ça parce qu'il faut le dire et parce que c'est sympa. C'est aussi ce que tu défends. Si tu es de gauche et que tu défends la réforme des retraites, tu n'es plus de gauche. Si tu es de gauche, que tu défends la case de la flexibilisation du marché du travail, donc la case du droit du travail, comme l'a fait El Khomri et Hollande, et comme l'a continué à le faire Macron, tu n'es plus de gauche, c'est clair. Et si tu es gauche et que tu commences à dire qu'il faut couper la dépense publique, donc dans l'assurance chômage, dans l'assurance maladie, tu n'es pas de gauche. Et une partie de la gauche du PS et Macron et une partie des écologistes ont participé à cette mascarade. Donc voilà, il faut qu'ils se regardent dans la glace et qu'ils disent qu'ils sont de droite. Cette semaine, Bruno Le Maire a alerté sur le dérapage des finances publiques et le fameux déficit dont on parle tout le temps. C'est pas la première fois qu'il dit ça, et nous, c'est pas la première fois qu'on va vous expliquer cette fumisterie, mais il faut y aller. Lundi dernier, donc, le ministre démissionnaire de l'économie a envoyé un courrier au président des commissions des finances. Le déficit public risquerait de grimper à 5,6% du PIB en 2024, loin des 5,1% initialement prévus dans la trajectoire budgétaire. Il pourrait même atteindre 6,2% en 2025 à budget constant, alors que le programme de stabilité d'avril 2024 fixait l'objectif à 4,1%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les recettes de TVA, d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les sociétés pourraient être moins élevées que prévu, est-il écrit dans la lettre aux parlementaires. Les prévisions de recettes avaient pourtant déjà été abaissées de 30 milliards d'euros au printemps. Avec Thomas Cazenave, le ministre démissionnaire des comptes publics, il s'inquiète de l'augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités territoriales, une hausse qui pourrait générer un dérapage du déficit public de l'ordre de 16 milliards d'euros, je cite toujours. Les informations sur les comptes publics, en plus, ont tardé à arriver aux commissions des finances qui ont eu du mal à les avoir. C'est dommage de nous en priver, disait Jean-François Husson, rapporteur général LR de la commission, à ses collègues macronistes. On nous a vendu une situation budgétaire qui n'a jamais été conforme à la réalité, s'insurge le Républicain. Fin février déjà, le gouvernement a annulé 10 milliards de crédits, on s'en souvient. Là, il préconise 16 milliards d'économies. Et le budget 2025, donc, ça s'annonce austéritaire avec des baisses de dépenses de plusieurs milliards, surtout que Macron est dans la continuité avec un gouvernement à droite, on vient d'en parler. Thomas, est-ce qu'il faut s'alerter comme le fait Bruno Le Maire, alors que c'est pourtant le résultat de sa politique à lui ? C'est lui qui est aux manettes depuis 7 ans. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est pas le déficit en lui-même. 5,6, l'année dernière, on avait 5,5. Donc, l'augmentation est sur l'épaisseur du trait. Certes, ils avaient prévu de le baisser, mais ça augmente, c'est l'épaisseur du trait. C'était à 5,5 l'année dernière, rien ne s'est passé. On n'a pas été bouffé par les marchés financiers. Il n'y a pas, je veux dire, le film d'horreur qu'on nous raconte depuis 10 ans pour justifier le fait qu'il ne faille pas investir 1 euro dans l'éducation dans les hôpitaux ne s'est jamais réalisé. Pour plusieurs raisons qu'on a souvent expliquées ici, mais il ne s'est pas réalisé. Donc le déficit en lui-même n'est pas un gros problème. Les Américains ont un déficit supérieur, les Japonais ont un déficit quasiment au même niveau et le Royaume-Uni quasiment au même niveau. Donc des gros pays riches et voilà, et ils ne sont pas en train de se faire peur. Donc moi, c'est l'argument du déficit, cet épouvantail, ce qu'ils vont en faire, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'on sait ce qu'ils vont en faire. S'ils voulaient vraiment réduire le déficit, eh ben, ils peuvent le faire au niveau national. Ils reviennent sur, 3 réformes simples, l'ISF, l'IS, et l'impôt sur les sociétés. Voilà, l'impôt sur les sociétés, et prenons, la flat tax, et là, on a plus de 20 milliards. Et c'est bon, on retrouve de la marge de manœuvre. S'ils veulent vraiment baisser le déficit, la moitié du déficit, c'est la baisse des impôts. Donc, ils peuvent revenir dessus, les 70 milliards. Mais ils n'ont pas envie de faire ça. En fait, ce qu'ils ont envie, c'est encore plus de taper sur la dépense publique. Et ça, avec cette idée que, voilà, on vit au-dessus de nos moyens, on a trop dépensé. Je veux dire, on a l'impression, en les écoutant parfois, qu'une institut est payée 7 000 euros par mois et une infirmière 5 000 euros par mois. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Ce déficit, on le doit en grosse partie à la baisse des impôts. C'est un problème de recettes. D'ailleurs, les recettes, entre cette année et l'année dernière, n'ont jamais autant baissé. Je veux dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais autant baissé. Donc c'est un problème de recettes, pas un problème de dépenses publiques. Surtout quand on est un État, on ne gère pas un budget comme on gère, nous, dans le quotidien, notre portefeuille. C'est-à-dire, je vais moins dépenser, etc. Il y a toute la partie investissement qui peut rapporter beaucoup à l'État. D'ailleurs, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce mot que les gens répètent comme ça, parce qu'il y a beaucoup de légendes que les gens se mettent à répéter. Par exemple, oui, les États-Unis, ils vont en déficit pour investir. Nous, on va en déficit pour payer, pour des frais de fonctionnement, payer les fonctionnaires. Alors, c'est faux. Je veux dire, en dehors des crises,
nous avons toujours eu dans notre déficit un investissement. Et d'ailleurs, quand on retire l'investissement du déficit en dehors des périodes de crise, c'est-à-dire 2008, 2020, Covid, nous sommes en excédent. Ce qui veut dire que notre déficit finance l'investissement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les fameux frais de fonctionnement. Enfin, ça, il faudrait aussi en discuter. Une institutrice, c'est un frais de fonctionnement. C'est une dépense de fonctionnement. Mais c'est aussi un investissement. Une infirmière, c'est pareil. Donc, vous voyez, il faut arrêter de regarder les chiffres comme ça. Nous avons des besoins. La population vieillit. La population augmente. Tous les services publics les plus importants vous disent qu'ils ont des besoins. Donc, il va falloir investir. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette dans un trou noir. Et là, c'est l'inverse qu'on fait. Les dépenses publiques, là, elles baissent cette année. Elles perdent 2%. Et Macron, en réalité, quand on les prend en volume, sans tenir compte de l'inflation, il les a baissées direct en 2018. La croissance a été négative des dépenses publiques. Puis, il les a réaugmentées légèrement parce qu'il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu le Covid, il les a réaugmentées. Et là, depuis, il les rebaisse constamment. Donc, on va faire des économies et le service public va être de plus en plus mal. Jusqu'à la prochaine crise, on va dire « Ah bah tiens, l'hôpital va mal, il faut remettre de l'argent. Ah bah tiens, l'école va mal, il faut mettre de l'argent. Ah tiens, il n'y a plus de crèche, il faut remettre de l'argent. Ah tiens, il y a un problème géopolitique, il faut remettre de l'argent dans l'armée. » Donc, il faut à un moment mener une politique qui soit un peu intelligente. Le déficit, normalement, doit servir à la politique macroéconomique. Ça ne doit pas être un épouvantail pour casser le service public. Or, depuis un certain nombre d'années, y compris chez Hollande, on agite les déficits et la dette pour casser le service public et faire des économies. Et tu disais la population vieillit, on a des besoins, etc. Mais la population aussi s'appauvrit du fait de ces politiques et se déclasse. Tout à fait. C'est exactement ça. On était assez reliés dans le PIB par habitant, qui est une forme d'évaluation du revenu. Alors c'est un chiffre global, il ne tient pas compte des inégalités. Mais sur le PIB par habitant, on était très proche des États-Unis. Le premier décalage qu'il y a eu, c'est après 2008. Nous sommes devenus plus pauvres qu'eux, parce qu'eux ont relancé leur économie, ils ont été à 10% de déficit, etc. Quand nous, on a à 5%, on a commencé à pleurer. Et il y a eu un premier décalage. Ils ont été plus riches que nous. Et là, un décalage supplémentaire est en train de s'opérer. Leur courbe, en termes de niveau de vie, continue à augmenter. La nôtre décroche. Pourquoi ? Parce qu'on a une politique macroéconomique qui contracte l'activité. On a 0,9% de croissance, on est au-dessus de la moyenne de la zone euro. Les États-Unis sont à 2,5% de croissance. Le déficit de la zone euro, c'est 3,5% de la zone euro en entier. C'est quoi le déficit de la Chine ? 3,8%. La Chine, le pays communiste, qui a une monnaie quand même moins puissante que l'euro, a rajouté 100 milliards dans son déficit parce qu'ils ont dit on doit financer notre activité. Et nous, dans la zone euro, on est en train de dire ah ben non, on doit réduire. Non, c'est une bêtise. Et d'ailleurs, tout le monde sait, et tout le monde le dit, que la politique austéritaire menée dans la zone euro et également les 10 milliards d'économies qu'a fait Bruno Le Maire ont eu un impact négatif sur la croissance économique, qui a diminué. L'Union européenne pourrait aussi se mêler de tout ça, puisqu'en juillet dernier, Bruxelles avait lancé une procédure pour déficit excessif envers la France et 6 autres États. Sans mesures correctrices, l'Hexagone s'expose à des sanctions financières. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'Union européenne ? Non, mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, ça déjà. Ça nous est arrivé plusieurs fois, la procédure pour déficit excessif. Non, la vraie question de fond, c'est... Non, il n'y a pas à avoir peur de ça. Il y a deux questions. Si le déficit est un problème, il faut le réduire. Alors, s'il faut le réduire, au niveau national, on peut revenir sur un certain nombre de mesures fiscales et le réduire. Pourquoi pas ? Si on doit le réduire en coupant la dépense publique, ça va être inefficace et ça va faire souffrir une grosse partie des Français. Maintenant, la vraie question, et moi je suis sûr, c'est qu'au niveau européen, on devrait plutôt faire de la politique de relance, c'est-à-dire creuser nos déficits pour soutenir l'activité. Donc là, il faudrait que la France, mais ça, il faudrait qu'elle ait envie, aille convaincre des pays européens voisins qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2011-2012, ce qu'elle est en train de refaire. Et ça nécessite d'avoir une politique européenne qui ne soit pas alignée sur certains intérêts des pays du Nord. Mais le problème, c'est que Macron et une grosse partie de la gauche des Européennes, pour eux, l'Europe, c'est génial. Il n'y a pas de problème à l'intérieur de l'Europe, c'est plutôt l'Europe contre le reste du monde. Il y a des méchants, à l'intérieur, tout va bien. Les paradis fiscaux, bon, oui, le marché, oui, bon... Les critères de Maastricht qui fait qu'on financiarise notre dette, oui, mais bon, non, mais l'Europe, on a envie d'Europe. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, non, il va falloir... Il n'y a pas à avoir peur de l'Europe parce qu'on est la deuxième puissance de la zone euro. Mais il y a un moment, des vraies questions à se poser sur cette Europe parce qu'on ne peut pas toujours constater qu'on est les grands naïfs de la mondialisation, que les autres jouent avec leurs déficits, que les autres soutiennent leurs activités, soutiennent leurs industries et ne rien faire ensuite. Là, il y a un vrai décalage entre les constats, les mots et ce qui se passe concrètement et techniquement à Bruxelles.
Les alertes sur le déficit, ça permet aussi de un peu tout justifier et d'aller s'attaquer aux arrêts maladie. C'est bien connu, ce sont les salariés à 1 600 € par mois qui appauvrissent la France. BFM titre « Déficit de l'État, l'indemnisation des arrêts de travail des fonctionnements passés au crible ». Alors en fait, c'est une mission par Gabriel Attal lui-même en février dernier. C'est l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales qui ont délivré un rapport concernant les arrêts de travail des fonctionnaires. L'objectif, je cite, l'identification d'économies et de gains de productivité chiffrés et réalisables. Il compte en moyenne 14,5 jours d'absence dans l'année par agent public contre 11,7 pour un salarié dans le privé. Et le coût est estimé à 15 milliards d'euros en 2022. Alors la mission mise sur le durcissement des contrôles, une meilleure prévention et un plan spécifique à destination des employeurs publics pour lutter contre l'absentéisme et mieux le réguler. Et ce n'est pas tout, hein. Les institutions, les inspections ont aussi planché sur davantage de jours de carence ou une baisse du taux de remplacement. BFM écrit « Cela créerait une incitation financière pour lutter contre l'absentéisme ». Thomas, j'ai pas d'autres mots. Est-ce qu'on nage en plein délire là ? En fait, moi, ça ne m'étonne pas. Quand on regarde les arrêts maladie, en général, les arrêts maladie de très longue durée, ce sont des maladies graves et les gens n'ont pas le choix. Alors là, on va aller chercher peut-être quelqu'un qui aurait pris une journée de trop, etc. Et on va quasiment rien gagner. Au final, vous verrez. Non, mais c'est comme la chasse aux chômeurs fraudeurs. Au final, on va se rendre compte qu'en fait, ça ne concerne qu'une petite partie, qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, et on aura développé, mais alors vraiment, on aura dépensé énormément d'argent pour ne gagner pas beaucoup de choses. Parce que l'objet, c'est pas de gagner de l'argent. L'objet, il est politique. C'est-à-dire qu'on tape les fonctionnaires, on oppose les salariés du privé au salaire du fonctionnaire, les salariés du privé vont voter pour Macron, les fonctionnaires... Voilà, il y a une volonté de diviser les salariés. Et puis pour ne pas parler d'autre chose, de la hausse des salaires, du fait qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a bac plus 5 et qui est cadre, il commence à un salaire qui est beaucoup plus faible qu'avant, quand on prend en compte l'ensemble du pouvoir d'achat, y compris de l'immobilier. Et donc on ne traite pas toutes ces questions-là. C'est-à-dire que la part des salaires dans la valeur ajoutée, qui a baissé fortement dans les années 80 et qui est restée stable, on ne va pas en parler de ça. Alors que là, c'est le nerf de la guerre. Et donc, on va opposer les salariés entre eux. Voilà, c'est de la diversion. Mais vous verrez qu'à la fin, on va gagner quelques clopinettes de quelques personnes qui abusent, comme les chômeurs tricheurs qu'on va mettre en avant, bien sûr, en disant « Ouh là là, c'est très grave, ça va scandaliser tout le monde ». Mais ce n'est pas avec ça qu'on va réduire le déficit, hein. Pas du tout. Je veux dire, on ne trouvera pas les 70 milliards de baisse d'impôts de Macron là-dedans. Hein. Ça, on en est sûr, à 100%. Mais ça fait parler, ça fait du buzz, et puis ça plaît aux Français qui regardent beaucoup la télé parce qu'il y a de l'autorité. Voilà. C'est vrai qu'il y aurait moins d'arrêts maladie si on avait des meilleures conditions de travail en France, et on n'est pas beaucoup connu pour ça. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Merci. Et merci à vous chez vous d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique. 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Vous le savez, notre candidature solide et soutenue pour une chaîne télé des médias indés sur la TNT n'a pas été retenue par l'Arcom. Le groupe Bolloré, lui, conserve 6 fréquences sur 15, dont CNews. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Continuez à vous abonner, à faire des dons. Vous le savez, on ne vit que grâce à votre soutien. La semaine prochaine, on sera en direct de la Fête de l'Humanité. Alors venez nous voir si vous êtes sur place. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.